Je pense que j'incarne un petit peu aux yeux des mecs le mâle alpha. Je suis grand, je fais plus de 100 kilos. J'ai été plusieurs fois champion du monde. Donc, quelque part, dans la tête des gens, Tu es solide. je suis solide. Quand j'ai pris la parole et que j'ai dit « Attention, je suis peut-être en apparence solide, mais il y a des failles, il y a des faiblesses, il y a des vulnérabilités, il y a une sensibilité. » Quelque part, ça a libéré la parole de certains mecs qui se sont dit « Voilà, si lui, il est capable de parler de ces choses-là, alors qu'il est 4 fois champion du monde, qu'il a ce passé-là, c'est peut-être normal d'en parler. » Le mal du siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Cyril. Bonjour. Tu vas bien? Et toi? Ça va très bien, merci de poser la question. Alors Cyril, bienvenue sur ce podcast du mal du siècle. Avant de démarrer et de poser quelques questions justement sur le sujet de l'homme et du mal même, on pourrait dire, je vais te présenter très rapidement. Donc tu t'appelles Cyril Diabaté. Tu es né le 6 octobre 1973. Ça te fait quel âge maintenant? Je viens d'avoir 50 ans. Tu viens d'avoir 50 ans? Ouais. Ben bravo. Enfin, bravo, ouais, parce que franchement, tu les fais pas. Tu les fais pas. Le sport, ça maintient bien pour le coup. Je pense. Ouais. Donc, tu es né à la Salle Saint-Cloud et tu es donc un pratiquant d'arts martiaux, donc d'MMA. Tu as fait ta carrière professionnelle sur le Muay Thai. Ouais. La boxe thaïlandaise, ouais. Donc, c'est de la boxe thaïlandaise. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas très, très rapidement la boxe thaïlandaise. La boxe thaïlandaise, c'est un mélange, c'est une boxe pied-poing. On a le droit au coup de poing, au coup de coude, au coup de pied et au coup de genou. C'est un peu comme du free fight ou pas du tout, non? Non, le MMA, il faut rajouter la dimension du sol. La boxe thaï, ça se passe que debout. Il n'y a pas de travail au sol. D'accord. Ouais. Ok, oui, donc quand quelqu'un est au sol, c'est fini, tac, tac, et on se remet debout. Voilà, okay. Exactement. Tu as été 4 fois champion du monde. Oui. Donc c'est vrai que c'est un des arts martiaux, on dit arts martiaux, Les arts martiaux. Un des arts martiaux qui est pas forcément très connu par rapport à d'autres sports, je crois. La boxe thaï. Ouais. Si. C'est aussi, il y a quand même un grand public au niveau monde. Ouais. On a eu, on va dire, l'âge d'or de la boxe thaï en France, c'était les années 90-2000. Ouais. Et puis après, c'est vrai que c'est parti, c'est diminué. Tu es fondateur de la Snake Team. C'est une équipe française de MMA qui est basée à Seine-Saint-Denis où tu entraînes des combattants comme Xavier Foupapokam ou Grégory Baben. Ouais. Tu combats en pro à la MMA depuis 99 et tu es l'un des premiers combattants dans cette discipline. Alors, je pense qu'un des premiers combattants connus français. Ouais. Il y en a eu avant moi, mais ils étaient moins connus, ils ont peut-être moins percé, on va dire, à l'international. Et on n'est pas beaucoup et on est une génération de combattants français à peu près de cet âge-là, de cinquantenaires, qui ont fait l'aventure de découvrir le MMA quand c'était pas du tout connu en France, quoi. Mm. Et du coup, aujourd'hui, tu te retrouves sur ce podcast. D'ailleurs, t'as aussi un compte Instagram où tu parles de plusieurs sujets, des fois aussi de l'homme, oui. Par rapport à ma thématique, qui est le mal du siècle. Selon toi, tu penses qu'on a tué Superman? Ça, c'est une bonne question, ça. Oui, complètement. En tout cas, on s'y attelle. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de notre société, en tout cas ceux qui dirigent et tirent les ficelles de notre société, de tuer Superman. Si tuer Superman, ça veut dire enlever à l'homme son essence, sa virilité, sa masculinité. Il y a vraiment un travail fait à ce niveau. Je pense qu'on pointe du doigt les hommes, les vrais, les valeurs qui sont... je pense, plus masculine que féminine. Et donc, c'est clair, de nos jours, c'est de plus en plus compliqué de s'affirmer en tant que mâle. Quand tu en parles, je vois que tu regardes d'un côté, tu imaginais quelque chose à ce moment-là? Il y avait un moment précis auquel tu pensais? Non, j'essaie de penser justement à des exemples, mais c'est vrai qu'il y en a partout autour de nous. Si on affirme trop notre côté mâle, justement, c'est dans notre société d'aujourd'hui, c'est vu comme péjoratif. C'est quoi être un mâle, justement, aujourd'hui? Enfin, pour toi, dans ta définition. Pour moi, le mâle, c'est quelqu'un de viril, c'est quelqu'un de fort, de solide, c'est quelqu'un qui peut taper sur la table avec son poing quand il le faut, qui s'affirme. C'est une fondation. Voilà, donc c'est une fondation sur laquelle se repose le reste de la famille.
Donc le pilier. Le pilier, voilà. Est-ce que aujourd'hui, il y a un équilibre qui s'est créé dans les familles où il y a l'homme et la femme. Est-ce que ça enlève le fait qu'on... C'est pas un équilibre, justement. D'accord. Je pense que de plus en plus, comme la femme se hisse vers un rôle masculin, il y a un déséquilibre qui se crée parce que je vois l'homme et la femme, le couple, comme le yin et le yang. On est complètement différents, mais on est complètement complémentaires. L'un sans l'autre, on n'est pas grand-chose. Tu vois, le yin et le yang, il y a deux parties qui sont complètement opposées et symétriques. Donc c'est un miroir quelque part. Et on essaie de transformer la femme en l'homme. Et donc ça donne un déséquilibre, un truc qui ressemble à rien en fait. C'est comme un rond noir avec deux points blancs, mais c'est plus ce que ça devait être en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'au début, dans ton discours, je me suis dit attention là où on va, parce que est-ce que finalement la femme ne doit rien faire et est-ce que l'homme... Ce que tu veux dire, c'est qu'on a une femme, un homme, qu'on a chacun en fait nos forces, et que dans la masculinité et dans la virilité, certaines femmes aujourd'hui peuvent essayer de se l'approprier. Ça serait ça? De quoi tu penses quand tu dis... T'as des exemples justement? Je pense que on essaie de faire, c'est clairement le discours contemporain, c'est-à-dire que la femme est égale à l'homme, la femme fait la même chose. Les femmes peuvent remplir les mêmes rôles et les mêmes fonctions qu'un homme, et donc on le voit on le voit partout, et donc on essaie de lisser ça, on essaie de faire en sorte de faire croire aux gens que les sexes, les différences naturelles qu'il y a entre les hommes et les femmes n'existent pas, et que c'est une construction de notre société. Pour moi, et pas que pour moi heureusement, mais ces différences sont bien présentes et sont nécessaires. Je vais jamais essayer de me substituer à une femme, je ferai une piètre femme. Je trouve que l'inverse, c'est pareil. Une femme ne doit pas essayer de remplir le rôle de l'homme. Mais c'est quoi les rôles pour toi? Alors c'est bizarre qu'en 2024, on est obligé de répondre à ce genre de questions. C'est ça qui est complètement fou pour moi. C'est qu'on a la société aujourd'hui nous modèle tellement vers un truc qui est complètement pas naturel. La fonction de la femme, déjà, c'est la fonction première de la femme, c'est d'avoir un enfant et de l'élever convenablement, d'épauler son mec. Et lui, c'est de subvenir aux besoins de sa famille, donc de sa femme et de ses enfants, de les protéger, de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et puis je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un pilier. Je diminue pas du tout le rôle de la femme. Pour moi, la femme, elle est aussi importante que l'homme. Ça, c'est clair et c'est sûr et certain. Ouais, parce qu'on pourrait se dire que si la femme, tu vois, dans le couple, elle est là pour procréer et l'homme est là en réalité pour protéger, la femme peut travailler, etc. Il y a pas de sujet. Enfin, pour toi, c'est pas un sujet, ça, sur ou pas. Tu peux, hein, c'est ok. Hein. Je pense que, et ça c'est un truc pour moi qui est aberrant aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme au foyer, c'est quelque chose dans notre société moderne, c'est quelque chose de négatif. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, une femme qui dit on est dans une soirée, les gens se découvrent et la fameuse question va arriver, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si la femme a le malheur de dire je suis femme au foyer, bah tout de suite on la voit comme soumission. Et puis une soumission et puis une feignasse. Genre elle est chez elle, elle fait pas grand-chose. Non, alors que c'est un métier que de travailler chez soi. Je pense que c'est parfois plus fatigant qu'un métier de bureau, par exemple. Ouais, tu fais pas de pause. Voilà, il y a pas de pause déjà. Qu'est-ce qui t'a amené à te poser sur ce questionnement justement de l'homme? Moi, je suis dans un milieu très machiste, très viril, très masculin. Testostérone. Voilà, dans les sports de combat, les arts martiaux. Donc moi, j'ai l'habitude de voir des gens qui sont des mâles, en tout cas dans le vrai sens du terme. Parce que justement, dans notre milieu, on met en avant les valeurs masculines, le courage, le sens du travail, la force qu'elle soit mentale ou physique. Donc tout ça, c'est mis en avant dans mon milieu. Et pour moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est les qualités premières d'un mec. Être honnête, dans les arts martiaux. Quand tu te retrouves dans une cage ou sur un ring, tu peux pas mentir. C'est un sport qui privilégie l'honnêteté dans tous les sens du terme. Justement, la testostérone, quand tu parles de l'homme, le boxeur,
On colle une étiquette. Violent, Ouais. bête. Ouais. Ouais. On se dit, le boxeur, il sait que taper, il peut être violent. Il a que la force physique à proposer. Pour autant, j'accompagne aussi des sportifs et le sport, même le lever de poids, ça passe avant par là pour que ça puisse aller dans le corps. Donc c'est que du mental et de la performance vient de là. Comment tu le vis qu'on te colle l'étiquette du boxeur qui est probablement pas très intelligent, qui est sûrement violent, et qu'en fait ça s'est limite banalisé sur le fait que de toute façon il est limité. Ouais, ça on a l'habitude en fait. Quand tu fais des sports de combat, des arts martiaux à haut niveau, t'es compétiteur, tu le deviens au fur et à mesure des années, et c'est vrai que tu t'habitues au fur et à mesure aux préjugés des gens. Donc à la limite, on le voit même plus, mais c'est vrai qu'on nous prend d'emblée pour des gens violents, complètement abrutis, mais ça, on s'y fait en fait. Et puis à nous de montrer le contraire, à nous de montrer ce qu'on est vraiment, véritablement. Et puis si la personne en face de nous cherche pas à creuser un peu plus, tant pis. Est-ce que tu es sensible ? C'est quoi la sensibilité d'un homme ? Je sais que c'est bateau cette question. On voit pas forcément la sensibilité justement derrière le sportif. Est-ce que, tu as été naturellement connecté à ta sensibilité et comment tu t'y es connecté, si c'est le cas, à cette sensibilité ? Ouais, je suis quelqu'un de très sensible, pour pas dire hypersensible. C'est dû à peut-être une enfance où j'ai vécu des événements traumatisants, notamment le départ de mon père, ensuite le décès de ma mère, le décès de mon grand-père. Et donc tout ça a fait que j'ai une enfance, on va dire, un peu chaotique, où j'ai été ballotté un peu à droite à gauche. Ça a clairement développé chez moi des mécanismes de défense, mais aussi une grande sensibilité. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pendant la majorité de ma vie, j'ai eu un mécanisme de défense qui faisait que je refoulais tout. Je me protégeais de l'extérieur en construisant une espèce de carapace autour de moi. Et donc les gens n'avaient pas forcément compris qui j'étais véritablement et décelé une sensibilité. Plus tard dans ma vie, notamment avec un blog que j'ai tenu pendant très longtemps, où j'ai commencé à m'extérioriser, à expliquer ce que j'avais vécu, où ça m'avait mené, notamment les sports de combat. Et donc c'est grâce à ce blog que j'ai commencé à détruire ce mécanisme de défense de cette carapace. Et c'est grâce à ce blog, et notamment Internet et aujourd'hui les réseaux, que je m'exprime le mieux et que j'arrive justement à extérioriser ce que je pense et ce que je ressens. Aujourd'hui, je suis capable de parler d'à peu près tout, même quand les autres jugent que c'est tabou. J'ai pas honte ou j'ai pas de frein à parler de mon enfance en tant qu'orphelin. J'ai pas de frein à parler de la dépression que j'ai connue parce que j'ai cassé ces barrières. En tout cas, ces mécanismes de défense, je les ai détruits. Et aujourd'hui, j'ai aucun mal. Tu les as détruites comment ? À travers l'écriture, à travers le blog, pour aider d'autres personnes peut-être qui passent par là ? À travers la pratique des sports de combat, d'abord, qui m'ont permis d'extérioriser une énergie négative que j'ai transformée en énergie positive, une colère. Donc ma colère est devenue ma force, ma force motrice. C'est ce qui m'a permis de devenir champion. C'est ce qui m'a permis de vivre une vie de Spartiate. Quand tu as une vie de sportif de haut niveau, de combattant, tu as une vie rébarbative qui peut saouler beaucoup de gens. Quand tu as ce moteur en toi, ce feu, la colère, la rage, l'envie de prendre revanche sur la vie, tu peux traverser tout ça. Et donc, c'est grâce à cette énergie négative que j'ai pu devenir champion. Donc ça, c'était une façon pour moi de m'exprimer à travers le sport. Et ensuite, grâce à mon blog et puis Internet et puis les réseaux sociaux, plus tard, j'ai pu m'exprimer aussi et puis me libérer d'un poids. Si tu devais mettre un nom sur ce poids, ça serait quoi ? La vie. Le poids de la vie ? Ouais, le poids de la vie, ouais. Attention, je me mets pas du tout dans le lot des mecs les plus malheureux du monde, ou en tout cas qui ont vécu les pires choses qui existent. Mais je pense que j'ai vécu une enfance qui a eu son poids, qui a clairement causé des séquelles. Et donc, faut traverser la vie malgré tout. Faut non seulement la traverser, mais faut en sortir grandi et combatif. D'ailleurs, c'est pas pour ça que j'ai un logo qui suit l'équipe. C'est W4L qui veut dire Warrior for Life, guerrier pour la vie ou de la vie. Bon, c'est cliché de dire ça, la vie est un combat, mais il faut devenir combattant. Donc aujourd'hui, le mal, c'est ça aussi. C'est de savoir serrer les dents, traverser tout ce qu'on doit traverser, en sortir grandi, et puis emmener
tout le monde avec nous. C'est ça être un pilier, c'est ça être un mâle. Et on me pose souvent la question, c'est quoi un mâle alpha pour toi? Bah pour moi, le mâle alpha, c'est Charles Ingalls. C'est la petite maison dans la prairie. Pour moi, ça représente exactement ça. C'est le pilier, c'est le mec qui est fort comme un chêne, qui est indéracinable, tu peux compter sur lui quoi qu'il advienne. Il a une force physique, il a une force mentale. Il est capable de donner sa vie pour les gens qu'il aime. Mais ça fait pas trop de charge pour lui, justement, cette responsabilité, parce qu'il doit avoir ce rôle, justement, de pilier et de papa. D'où le rôle de la femme. On en revient toujours au même, le yin et le yang. Un homme ne peut pas être un mâle alpha, ne peut pas être un chêne s'il n'a pas une femme solide à côté de lui. Et donc, retirer le rôle de la femme à une femme et la mettre au même rang que l'homme, c'est dénaturer l'harmonie qu'il y a entre nous. Oui, et c'est pas une question en réalité de l'un avant l'autre, c'est réellement une question de complémentarité. Ça n'existe pas. Voilà, exactement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de l'un avant l'autre, l'un est plus important que l'autre, c'est pas possible. Il y a des proverbes qui disent, par exemple, derrière chaque grand homme, il y a une femme, c'est la vérité. On pourrait même dire qu'elle n'est pas forcément derrière, mais qu'elle serait peut-être plutôt à ses côtés. On a tendance à mettre l'homme en avant dans notre société, enfin les grands hommes. Peut-être que c'est son rôle aussi d'être là sur le devant de la scène, et j'en sais rien, c'est pas une question que je me suis posée, mais quoi qu'il en soit, il y a une harmonie. Il y a une harmonie qui se perd, justement. Et avant, justement, là, on parle de Charles Ingalls, qui lui, a ce rôle de papa, du coup, donc d'homme et de papa. Toi aussi, tu as basculé à un moment donné de ton rôle d'homme à celui de rôle de père. Ouais. Quels ont été les enjeux pour toi à ce moment-là? Parce qu'on prépare pas aussi, on se prépare pas à être papa, d'autant plus que tu n'as pas été élevé par ton père. Ouais. Ça a été quoi les enjeux à ce moment-là? Bah moi, comme je dis souvent, moi j'ai eu l'exemple du père qu'il ne faut pas être, tu vois. Pour te résumer, ma mère a donc un enfant, moi, avec mon père. Quand j'avais 3 ans, elle est diagnostiquée avec une tumeur au cerveau. Et dès qu'elle a eu ce diagnostic, mon père a pété les boulons et il nous a abandonnés. Donc il est parti. Pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut pas être. C'est même l'opposé de ce qu'il faut être. Quand on est père, quand on est un mec, on embrasse les responsabilités, on fait tout ce qu'on peut pour faciliter la vie des gens qui nous entourent, notre famille. Et on est, encore une fois, j'emploie encore le terme, un pilier. On peut pas être un pilier quand on n'est pas là. On peut pas être un pilier quand on a abandonné femme et enfants. Donc aujourd'hui, même si je suis séparé de la mère de mes enfants, j'essaie d'être là pour eux. J'essaie d'être, si elle a besoin de moi, je suis là. Pour un mec, d'embrasser ses responsabilités plutôt que les fuir. Je pense qu'il y a une réelle pression dans notre société pour justement peut-être minimiser le rôle de l'homme et du père. Il y a une perte de ces valeurs-là aussi. Est-ce que tu as des histoires justement d'hommes qui te contactent, parce que tu as quand même une communauté sur les réseaux sociaux, ouais, en tant qu'homme, et qui ne savent pas vers qui se réfugier. Est-ce que tu as des histoires? J'en ai plein. Ouais, une qui te vient en tête, où tu te dis, celle-ci par exemple m'a beaucoup touché sur cette personne-là, ou sans citer bien évidemment les noms de ces personnes. Ouais, j'ai que ça en fait. Moi les réseaux sociaux, je regarde pas la télé, c'est vrai. Je passe énormément de temps sur Internet à faire des recherches à droite à gauche sur plein de sujets différents, et aussi à communiquer sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Et cette année, j'ai parlé de la dépression, parce que j'ai vécu plusieurs dépressions tout au long de ma vie. Alors il y a eu quand même un événement qui a déclenché tout ça, c'est le suicide d'un ami à moi, un ami d'enfance que j'aimais profondément, qui s'est suicidé il y a moins d'1 an maintenant. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Non. Ce qui est rare. J'ai pas mal de personnes autour de moi aussi, d'hommes qui se suicident, mais sans signe avant-coureur, parce que tu disais, on n'a pas le droit. Le pilier, ouais, etc. Je peux pas dire ça. En fait, on vous apprend pas à vous exprimer quand ça va pas et dire, mais est-ce que j'ai le droit de pas être bien, et est-ce que c'est normal, et est-ce que non, c'est pas normal? C'est même le contraire. C'est pas qu'on nous apprend pas, c'est que on doit pas le faire. Un homme aujourd'hui, voilà, il y a une symbolique. Alors c'est complètement paradoxal, parce que d'un côté, on nous demande d'être doux, d'être plus sensible, d'être plus en connexion avec nos émotions, mais en même temps, on n'a pas le droit de dire quand ça va pas. Donc, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que tu as le droit, toi? Je pense, ouais. Je pense. Déjà, avec sa femme, s'il y a pas cette communication, il y a un vrai souci. Si on reprend le symbole du yin et le yang, il y a un échange entre les deux énergies. Il y a un truc qui se passe entre les deux énergies. C'est pas pour rien que dans la partie noire, il y a une partie blanche et vice versa. Il y a un échange entre les deux. Et donc, même si on est le pilier, ça n'empêche que si ça va pas, il faut le dire. Il faut communiquer avec l'autre.
Et c'est pas pour autant qu'on perd ce rôle de pilier. Ça change rien. Et pour en revenir à mon histoire de dépression, mon ami s'est suicidé. Ça m'a profondément affecté. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas de problème à parler de mes sentiments, à ce que je ressens. Et en tout cas, j'ai plus de problème à le faire. J'ai pris la parole et j'ai parlé de la dépression parce que c'est un sujet que je connais bien. Ça se manifeste comment chez toi, cette dépression? Pas forcément sans donner les détails de ta vie personnelle, mais plutôt toi intrinsèquement pour peut-être aider certains hommes qui peuvent passer par cette étape-là sans savoir qu'ils sont en dépression. Ça serait quoi pour toi si tu veux dire, bah voilà, moi, je me suis sentie comme ça, c'était cet état-là pour moi, la dépression? La dépression, c'est un état mélancolique, de tristesse, un manque d'énergie, un manque de motivation. D'envie de mourir? Non, moi, j'ai jamais ressenti ça. J'ai pas ressenti le besoin de mourir. T'as plus envie de rien. T'as envie de rester allongé, de rien foutre et de broyer du noir parce que t'es dans un cercle vicieux dont il est très compliqué de sortir. Et t'as l'impression que les gens qui sont autour de toi ne voient pas ce que tu traverses. En tout cas, ils comprennent pas ce que tu traverses parce que tu as des gens qui t'aiment profondément, qui te disent allez, sors-toi les doigts du cul et tout. Enfin, c'est ce genre de phrase. Tu fais qu'on culpabiliser d'autant plus. Ouais. Mais je veux revenir quand même à mon histoire de dépression avec mon ami. Donc, quand il s'est suicidé, j'ai pris la parole sur les réseaux. J'ai parlé de dépression, j'ai parlé de son suicide, j'ai parlé de ce que ça me faisait, ce que je ressentais. J'ai expliqué aussi la dépression que moi j'avais traversée. Et là, il y a tout un tas de mecs qui m'ont parlé. Il y a quelques mois, j'avais une communauté de 20 000 personnes, mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent me voir tous les jours, en tout cas voir mes stories. Donc sur 20 000 personnes, il y a la moitié qui viennent au quotidien. Et donc il y a tout un tas de mecs qui m'ont parlé de dépression, de la dépression qu'ils avaient traversée eux, qu'ils étaient en train de traverser, ou les suicides dans leur entourage. Il y a un truc qui revenait souvent, c'est le fait que c'était courageux de ma part de prendre la parole, que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas encore fait parce qu'ils n'avaient pas encore le courage, qu'ils n'avaient pas trouvé le courage en tout cas de parler aux autres. Il y a beaucoup de mecs aussi qui m'ont dit, qui m'ont posé des questions sur les psys parce que dans mes stories, j'ai expliqué que j'avais été voir une psychologue et que j'avais fait une psychanalyse. Et donc, il y a énormément de mecs qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Parce que, encore une fois, dans notre société, le mec n'a pas le droit d'avoir ce genre de problème, n'a pas le droit d'être dépressif, n'a pas le droit de broyer du noir, encore moins le droit d'aller voir une psy parce que tout ça, ça renvoie à un état de faiblesse. Alors que c'est une force que de pouvoir en parler. Je pense. Oui. Comme je disais tout à l'heure. Et surtout, si on est le pilier justement d'une famille, c'est important de le faire. C'est important de le faire parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Si t'es père, t'as des enfants, ça c'est une des raisons aussi pourquoi je suis allé voir un psy parce que j'ai des enfants. Et je suis pas tout seul dans la vie et qu'il y a des gens qui comptent sur moi. J'ai une responsabilité, c'est celle de père. Je dois être un modèle pour mes enfants. Je dois. Ça fait beaucoup de pression sur soi. Je pense, ça c'est quelque chose. C'est ta vérité. Voilà, c'est ma vérité. À partir du moment où on est né, on a un rôle. On a des choses qu'il faut faire dans notre vie. Si on a fait le choix de faire des enfants, on a des responsabilités. Et donc, pour moi, les responsabilités, c'est évidemment de faire en sorte que mes enfants soient heureux, épanouis, de les éduquer. Et donc, si je suis dépressif et que je suis au fond du trou, dans le noir, dans ma chambre, je peux pas faire ces choses-là. Et donc, ma responsabilité, c'est de me soigner, m'occuper de moi pour être fort pour eux. Et parmi justement ces personnes qui t'ont écrit, quel est celui qui t'a peut-être le plus marqué sur le rôle de père peut-être vu que... Ouais, non mais j'ai eu tellement d'histoires différentes sur la souffrance que traversaient des mecs et c'est toujours très récurrent. On parle toujours de courage. Alors courage de parler aux autres. Encore une fois, il y a un réel souci à ce niveau-là parce que s'il faut du courage aux hommes aujourd'hui pour parler d'un problème, c'est bien que la société nous a façonné d'une façon qui fait que c'est un effort de parler de ces problèmes. Je pense que j'incarne un petit peu aux yeux des mecs le mâle alpha. Je suis grand, je fais plus de 100 kilos, j'ai été plusieurs fois champion du monde, donc quelque part dans la tête des gens... Tu es solide. Je suis solide. Quand j'ai pris la parole et que j'ai dit « Attention, je suis peut-être en apparence solide, mais il y a des failles, il y a des faiblesses, il y a des vulnérabilités, il y a une sensibilité. » Quelque part, ça a libéré la parole de certains mecs qui se sont dit, voilà, si lui, il est capable de parler de ces choses-là, alors qu'il est 4 fois champion du monde, qu'il a ce passé-là, c'est peut-être normal d'en parler. Donc, tu as été un exemple pour la voix, pour libérer, pour certains hommes, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça permet aussi à des mecs de faire le pas et de parler de leurs problèmes à d'autres personnes, notamment des psys. À cette période-là, j'ai énormément de
de messages de mecs qui disaient « Tu sais quoi, j'ai beaucoup réfléchi suite à tes stories. Je suis conscient que je suis dépressif. J'ai pris conscience que ça va pas bien dans ma vie et j'ai besoin d'aide. Et grâce à toi, j'ai pris un rendez-vous. » Est-ce que justement, tu as des hommes qui t'ont contacté et qui t'ont raconté ces histoires sur leur détresse Ça, c'est un truc qui est revenu souvent dans mes histoires, mes échanges avec les mecs quand j'ai parlé de dépression. C'est lié à la famille. Souvent, suite à un divorce, où le père a été séparé de son foyer, de sa famille, en fait. Et donc, j'ai eu plein de mecs qui m'ont parlé justement du fait qu'ils avaient été séparés de leurs enfants suite à un divorce. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Une dépression qui arrive suite à un divorce, une séparation, et les enfants qui manquent pour peu que l'ex-femme se serve des enfants ou crée une situation plus que conflictuelle. Et puis après, on a des dépressions longues et profondes et c'est compliqué d'en sortir. Justement, cette parole entendue, j'ai l'impression des fois, j'ai des histoires d'hommes qui se sont retrouvés à avoir parole contre parole envers des femmes sur le fait que il y a des choses qui sont inventées auprès des hommes juste pour avoir la garde derrière. Et en fait, l'homme sur le moment, parce que c'est un homme, a moins de légitimité sur sa parole vis-à-vis de la femme qui va inventer, par exemple, oui, il a été violent ou des choses comme ça. Et que naturellement, on se dit, bah oui, c'est sûr. Parce que c'est un homme, il n'aura pas la parole, mais il y a une forme de détresse qui peut se créer, de se dire, mais comment je fais, quoi? C'est ce que j'ai plus ou moins sous-entendu quand j'ai parlé de dépression sur mes réseaux sociaux. Très, très vite, il y a une tripotée de mecs qui m'ont dit, voilà, j'ai vécu un divorce avec ma femme. J'ai 2 enfants ou 3 enfants avec elle. Ça s'est très mal passé. Et suite à ce divorce, ma femme a utilisé la situation, notamment la présence des enfants, pour faire du mal à l'homme. Et il y avait énormément de mecs qui souffraient de dépression parce qu'ils se retrouvaient dans cette situation. Il est clair aujourd'hui que en cas de séparation, quand on a des enfants, la loi, le gouvernement, la société protège la femme en priorité et fait en sorte que l'homme n'a presque plus son mot à dire. En tout cas, s'il dit, déjà il est contesté et ça va être compliqué clairement à un mec qui se fait accuser par son ex-femme de violence ça va être très compliqué pour lui de réfuter. Ça va être très très compliqué parce que c'est fait comme ça. Alors oui, effectivement, j'avais envie de dire un gros mot, mais de mecs pas bien qui font des dingueries et qui font des folies quand ils sont en couple, ils ont un comportement qui est inexcusable. Mais il y a aussi les femmes qui se servent de cette situation pour faire du tort aux mecs. Et clairement, le mec n'a pas son mot à dire. C'est compliqué de se défendre quand une ex-femme témoigne et dit voilà, il m'a frappé, il m'a tabassé, ça s'est passé comme ça. C'est compliqué. Et on se retrouve très vite dans un cercle vicieux où on perd énormément d'énergie à essayer de rétablir la vérité. Pendant ce temps-là, on voit pas ses enfants, en tout cas dans des conditions qui sont parfois chaotique. Et donc, pour un mec qui a été forgé avec cette idée-là de pilier de famille, c'est compliqué. Et t'as de nombreux mecs qui tombent en dépression parce qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Si on avait un dernier conseil à donner à ceux qui nous suivent, ou même peut-être celles aussi qui nous suivent, ça serait quoi? Je dirais pour un mec, embrasser ses vulnérabilités, sa sensibilité, tout en devenant fort. Moi, j'ai utilisé les sports de combat, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, faut s'armer physiquement, intellectuellement, pour être quelqu'un de fort, pour être quelqu'un de solide et pour être quelqu'un sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Super. Merci beaucoup pour notre échange. Merci. Merci. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Mal du siècle.